Nous allons passer maintenant donc à l'intervention d'Aurélien Lambert en vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous en présentiel. Je suis donc obligé d'utiliser les moyens de communication modernes, à savoir la visioconférence, pour être parmi vous. Je suis très ravi qu'on ait une nouvelle édition de cet exposé de l'association Espoir Pancréas. Et je vais vous parler en fait de la recherche clinique et des innovations possibles dans cette maladie, supportée bien sûr par l'Institut de cancérologie de Lorraine. Donc tout de suite, les présentations avec quelques slides. Et puis, je fais confiance à mes confrères pour animer la séance de questions-réponses ensuite. Donc, comme je le disais, cancer du pancréas, recherche et pistes d'innovation. Tout l'objet de notre topo d'aujourd'hui, tout d'abord pour expliquer finalement dans quelle situation on est, il faut savoir qu'il existe quelques possibilités de traitement chirurgical à but curatif, c'est-à-dire pour se débarrasser de la maladie. Et l'opération peut-être la plus connue, alors le terme est technique, mais l'opération la plus connue est l'opération de Whipple, ce qu'on appelle également la duodénopancréatectomie céphalique. Ça consiste en fait en l'exérèse de la tête du pancréas, la totalité du duodénum aux abords, l'antre gastrique, et puis la voie biliaire principale dans le pédicule hépatique et la vésicule biliaire elle-même. En fait, c'est pour montrer à quel point la région du pancréas qui est opérée souvent est très intriquée et très difficile d'accès. Et c'est l'objet des traitements complémentaires. On va essayer de rendre les choses plus faciles. Alors le but sur cette diapositive, bien sûr, n'est pas de comprendre tous les termes qui sont un petit peu techniques, mais c'est de se rendre compte que finalement, aux abords du pancréas, ce qu'on voit ici finalement sur la diapositive que je souligne en rouge, sont beaucoup de vaisseaux, des nerfs, et en fait, ça rend l'accès à un chirurgien assez compliqué, ce qui nécessite donc un chirurgien entraîné, bien sûr, dans un centre expert, mais qui aussi, malgré tout, le talent du chirurgien peut être insuffisant si la tumeur est trop avancée, et donc rend le geste trop difficile d'accès. C'est pour ça qu'on a des difficultés à opérer ce type de maladie, alors que dans d'autres cancers, on se dit qu'une chirurgie est facile. Ici, encore une fois, l'idée n'est pas de tout comprendre, mais simplement d'avoir une notion. Quand on voit ça sur un scanner, par exemple, on voit qu'il y a une tumeur, la zone un petit peu plus foncée en grise, c'est une imagerie de scanner en coupe. On voit qu'il y a un envahissement en fait au niveau des vaisseaux, avec une notion très importante pour nous, soignants, c'est-à-dire est-ce que la chirurgie peut être complète, c'est-à-dire R0, sans résidus, ou alors est-ce qu'elle va être R1, c'est-à-dire avec des résidus à moins de 1 mm de la zone d'exérèse, c'est-à-dire de moins de 1 mm de la zone où le chirurgien a réséqué la tumeur. Il existe aussi un stade R2, là où on n'a malheureusement pas pu retirer la maladie, mais celui-ci ne nous concerne pas dans cet exposé. Il faut donc bien comprendre que lorsqu'on a une maladie qui est R1, c'est-à-dire avec des cellules tumorales qui restent en présence de la tumeur et de la zone de chirurgie à moins de 1 mm, c'est un risque effectivement qu'on en ait laissé peut-être au-delà. Et donc c'est un des objets de l'étude, enfin des études qui sont intéressantes dans la recherche aujourd'hui dans le cancer du pancréas, c'est comment améliorer ce statut de résection R0 ou R1. Une tumeur du pancréas est possible aussi, pas forcément au niveau de la tête, mais plutôt au niveau de la queue du pancréas. La queue du pancréas, c'est la zone que l'on voit ici, c'est-à-dire sur la zone plutôt vers l'extrémité, la terminaison, si je puis dire, du pancréas, et qui est en contact avec la rate. Donc, on voit bien sur cette diapositive que les tumeurs de la tête ici sont difficiles d'accès et peuvent entraîner par exemple une compression des vaisseaux, une compression des vésicules biliaires qui peuvent entraîner quelques signes avant-coureurs comme l'ictère, c'est-à-dire la jaunisse, ou alors des tumeurs qui sont au niveau de la zone distale, c'est-à-dire de la fin du pancréas, qui elles ne vont pas forcément comprimer les vaisseaux ou pas forcément comprimer les voies biliaires, mais du coup vont avoir d'autres signes avant-coureurs comme la douleur si la tumeur finit par grossir de manière silencieuse. Et donc ici, le geste chirurgical recommandé pour ces tumeurs de la queue du pancréas, c'est l'exérèse bien sûr d'une partie du pancréas, mais aussi d'enlever la rate, puisque la rate communique facilement avec la tumeur, elle est probablement envahie, on préfère la retirer, surtout qu'il est possible de vivre sans rate, sans trop de complications. Donc, les chiffres sont assez difficiles, mais il faut les avoir en tête. 10 à 20% des patients seront potentiellement résécables, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être les opérer. Et malheureusement, parmi ces patients qui seront opérés, 80% d'entre eux risquent de récidiver après la chirurgie. Donc, les récidives sont dans 50 à 70% des cas des récidives à distance, mais dans les autres cas, ce sont des récidives locales qu'on peut peut-être prévenir par certains traitements. Donc, tout l'enjeu de la recherche et des nouveaux traitements, ça va être d'améliorer le pronostic des gens.
et donc d'essayer d'améliorer le pronostic d'une chirurgie ou de rendre des gens opérables alors qu'ils ne l'étaient pas. Le rationnel est le suivant, c'est que l'adjuvant, c'est-à-dire les traitements qu'on va pouvoir faire après une chirurgie, c'est la meilleure stratégie actuellement, c'est celle qui est retenue. Le risque de progression, je l'ai dit, est assez rapide dans la suite d'une chirurgie, on parle de 3 mois environ. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie d'administrer un maximum de traitements dans un temps assez court pour que l'ensemble du traitement puisse être délivré de la meilleure manière. L'état général, bien sûr, d'un patient à la fin d'une chirurgie est aussi très important. Il ne s'agit pas de faire une chirurgie très lourde et que le patient ne puisse pas s'en remettre ou difficilement. Donc il faut avoir tout ça en compte, c'est vraiment plurifactoriel. Et on sait que les chiffres sont aussi parfois assez sévères. On voit qu'entre un tiers et la moitié des patients ne peuvent pas accéder à une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie, parce que l'état général, par exemple, ne le permet pas. Donc on est obligé d'étudier aussi d'autres pistes, comme ce qu'on appelle le néo-adjuvant, c'est-à-dire la chimiothérapie avant la chirurgie pour essayer de rendre les patients plus facilement opérables. Et donc, c'est l'objet de toute notre recherche. Alors, pour essayer d'illustrer un petit peu les choses, quand un patient est opéré, qu'on va lui faire un traitement après de chimiothérapie, après sa chirurgie, on voit par exemple que la survie à 5 ans des patients qui n'ont pas bénéficié de chimiothérapie, c'est-à-dire au bout de 5 ans après la chirurgie, combien de patients sont encore vivants à 5 ans, c'est que seulement de 5 à 8%. Donc effectivement, c'est une statistique qui est très dure, qui explique, qui illustre en tout cas que ce cancer est un cancer très difficile, mais fort heureusement, les différents traitements ont permis d'améliorer ces statistiques. Par exemple, l'adjonction du Fufol, chimiothérapie, une des premières à avoir fait ses preuves dans cette maladie, a augmenté la survie à 5 ans des patients à 21%. Puis c'était autour de la gemcitabine, autre produit qu'on utilise toujours, qui a augmenté cette survie à 5 ans des patients à 22,5%. Puis, plus récemment, le M-folfirinox ou folfirinox modifié qui a monté à plus de 26% la survie à 5 ans des patients. Donc c'est finalement quand même une amélioration qu'on espère poursuivre. Mais ce qui nous amène aux objectifs de cette recherche clinique, de cette recherche de nouveaux traitements, c'est d'éliminer la maladie métastatique potentielle, sous-jacente, parce que la situation quand la maladie est métastatique est toujours plus difficile que lorsqu'elle est localisée. Réduire les récidives à distance, bien sûr, laisser le temps aussi à un traitement, à un conditionnement, par exemple. On peut espérer qu'un patient, pendant son traitement, puisse aussi récupérer des forces et puis arriver à la chirurgie dans une meilleure condition physique, avec un état nutritionnel qui est souvent amélioré, parce qu'il faut savoir que ce cancer entraîne souvent des grosses dénutritions, des pertes de poids impressionnantes. Augmenter le taux de chirurgie sans résidus, c'est-à-dire avec l'absence de résidus lors de l'analyse histologique. Évaluer aussi la réponse à la chimiothérapie, c'est important de savoir si notre chimiothérapie fonctionne. Réduire la taille des tumeurs et leur envahissement vasculaire, j'en parlais tout à l'heure, les vaisseaux qui sont autour, il faut peut-être des fois faire réduire la tumeur avant de l'opérer pour que le geste soit plus facile. Simplifier le geste donc, puisque plus le geste est facile, moins il y a de risques par rapport à l'opération et après l'opération surtout. Augmenter ou maximiser le nombre de cycles reçus. C'est très bien de pouvoir bénéficier de beaucoup de chimiothérapie, parce que souvent c'est efficace, mais d'un autre côté, il ne faut pas faire que de la chimiothérapie. Améliorer la tolérance à ces traitements. Hein. Une dose de chimiothérapie doit être la bonne, mais parfois ça peut être aussi vecteur d'effets secondaires. Identifier aussi les patients qui ne vont pas répondre à la chimiothérapie, ça c'est très important, parce qu'il vaut mieux arrêter un traitement qui ne marche pas très tôt, plutôt que de le poursuivre par méconnaissance. Et puis enfin, et surtout, améliorer la survie des patients. Donc pour répondre à toutes ces questions, on a mené plusieurs études, certaines de notre initiative, même au plan international, d'autres auxquelles on participe, toujours de façon internationale, bien souvent. Par exemple, dans la situation adjuvante dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on fait une chirurgie puis une chimiothérapie pour améliorer le pronostic de cette chirurgie, on peut voir que l'Institut de cancérologie de Lorraine a été très présente et on remercie pour ça le professeur Conroy puisque en 2018 il a publié les premiers résultats de son étude, le FOLFIRINOX en situation adjuvante, et a montré un bénéfice très significatif de cette chimiothérapie. Et cette chimiothérapie a même eu la mise à jour de ses résultats très récemment en 2022, c'est-à-dire la mise à jour des résultats à 5 ans qui confirme l'amélioration de la survie des gens de manière très significative avec une survie qui est presque doublée pour les patients qui ont bénéficié de ce protocole. Donc, le FOLFIRINOX devient un standard. Alors, c'est pas la première fois que le professeur Conroy change les pratiques au niveau mondial, hein, dans l'œsophage, dans le rectum, dans le pancréas métastatique, et là, une nouvelle fois dans le pancréas adjuvant. Donc, c'est voilà, ce qui montre l'élite aussi de la recherche nancéenne et alentour. Une autre situation à laquelle l'ICL participe, c'est le néoadjuvant, donc cette fois-ci avant la chirurgie.
Un essai qui était en cours jusqu'au mois de novembre vient d'inclure son dernier patient a priori, donc on aura les résultats, je pense, d'ici 1 à 2 ans, 12 à 18 mois a priori, qui va essayer d'évaluer en fait la place de la radiothérapie, si celle-ci est bénéfique avant une chirurgie, et surtout de la chimiothérapie néoadjuvante, toujours par M-folfirinox, c'est-à-dire est-ce que faire de la chimiothérapie avant la chirurgie améliore le pronostic, et ensuite est-ce que associer de la radiothérapie à tout ce traitement avant la chirurgie facilite le pronostic, facilite la chirurgie. C'est la réponse qu'on aura bientôt. Donc, voici l'étude à laquelle on a participé, mais surtout l'étude qu'on a menée, puisque c'est encore une fois le professeur Conroy qui est à l'initiative de cette belle étude. La recherche précoce, c'est très important puisque on se rend compte que finalement, les nouvelles molécules, il faut bien aller les essayer, il faut bien les trouver. Et l'ICL participe aussi à des essais précoces, c'est-à-dire des essais de phase 1, c'est le terme qu'on rencontre souvent. Essais de phase 1, donc là, je prends l'exemple de celui qui est en cours actuellement pour les patients qui sont en première ligne métastatique, c'est-à-dire avec des tumeurs qui sont au-delà de l'organe du pancréas, mais qui vont être par exemple des métastases au niveau du foie ou au niveau des poumons. On se rend compte en fait que on est capable d'accompagner les patients dans des essais très précoces avec des nouvelles molécules, en l'occurrence ici le mitazalimab, qui est une molécule dite classiquement d'immunothérapie puisqu'elle va faciliter la réaction immunitaire autour de la tumeur pour essayer de favoriser et d'améliorer l'efficacité de la chimiothérapie pour les patients qui bénéficient de FOLFIRINOX encore une fois. Donc on va essayer d'augmenter l'efficacité du traitement qui est déjà le meilleur à ce jour. Autre point de vue qui est intéressant aussi, c'est la médecine personnalisée ou l'immunothérapie. On a 2 essais qui sont intéressants à l'ICL. Tedopam tout d'abord, qui est un vaccin, une immunothérapie chez les patients qui présentent un phénotype génétique HLA-A2. Le terme est effectivement un peu technique, mais en fait on fait un testing pour savoir si la prédisposition existe, et chez à peu près 20% des patients c'est le cas. On peut essayer de faire un vaccin pour essayer d'augmenter l'efficacité d'un traitement d'entretien après une chimiothérapie classique. Autre étude également, MAZEPA, qui est une étude qui recherche cette fois-ci en fonction du statut mutationnel BRCA ou CARAS. Ce sont en fait des gènes d'intérêt pour nous qui sont recherchés dans les cancers du pancréas. On va essayer de savoir si un traitement par inhibiteur de PARP, c'est-à-dire un traitement assez précis dans le cas d'une mutation BRCA, ou le durvalumab, une immunothérapie, vont être efficaces en adjonction des traitements classiques, plus éventuellement un autre traitement qui s'appelle le selumetinib, qui est une thérapie ciblée, un inhibiteur de tyrosine kinase, anti-Merck. Donc ça, c'est un terme encore une fois un petit peu technique, mais ce qui montre qu'en fait, on a des cibles aussi parfois très personnalisées pour les patients. Alors, on ne peut pas tester toutes les mutations de tous les patients, bien sûr, mais on voit qu'on a mis un pas déjà dans la médecine personnalisée, c'est-à-dire que l'objectif de nos recherches maintenant, c'est de pouvoir prodiguer un traitement quand il y a des mutations spécifiques d'intérêt, de pouvoir faire bénéficier les patients des meilleurs traitements à date. Donc ça, c'est une approche qui est nouvelle et que l'on essaye de développer de plus en plus. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas de mutation qu'on peut pas bénéficier d'un traitement personnalisé. Par exemple, tous les patients ne sont pas en pleine forme à l'arrivée dans un traitement, ou les patients sont parfois un petit peu âgés. Par exemple, des patients qui ont plus de 75 ans sont souvent un peu laissés pour compte en général dans les études de recherche clinique classiques. Et donc nous, on s'est intéressé avec cette étude ALIX à savoir si on pouvait leur proposer un traitement adapté, c'est-à-dire une chimiothérapie, mais cette fois-ci adaptée à l'âge, adaptée à la tolérance qu'on imagine pour ces patients, c'est-à-dire faire un petit peu plus qu'une chimiothérapie toute simple, mais en même temps en préservant la qualité de vie et en préservant l'efficacité. Autre situation, c'est éventuellement quelqu'un qui serait peut-être un peu moins âgé, mais pour qui la maladie serait déjà un petit peu plus avancée et le rendant peut-être un peu plus fragile, donc avec des patients qui peuvent être un petit peu plus jeunes, à partir de 65 ans, mais qui, pareil, ne pourraient pas bénéficier d'un traitement complet, les plus toxiques souvent. Eh bien, on adapte les traitements, et donc cette version de FOLFIRINOX très modifiée qu'on appelle Xeloxiri, vous m'excuserez pour les termes, est aussi une proposition que l'on peut faire et assez intéressante. Il n'y a pas que le cancer du pancréas en première ligne, il y a aussi des patients qui malheureusement vont enchaîner les traitements avec parfois 1, 2, voire 3 chimiothérapies successives, et puis on se retrouve dans une situation parfois où on n'a plus trop de traitements standards, en tout cas on se retrouve un petit peu sans solution, il faut bien le reconnaître. La science en tout cas ne nous prodigue pas de standards pour ces patients-là. Eh bien, on a une étude qui, à mon sens, est peut-être la plus intéressante de toutes les études que je présente là ce soir devant vous, s'appelle Stemness Pancréas. En fait, on essaye d'évaluer si
un inhibiteur de certains mécanismes cellulaires tumoraux va pouvoir être efficace là où les autres chimiothérapies ont échoué. C'est-à-dire qu'on est en énième ligne, c'est-à-dire après 2, 3 traitements, on va pouvoir quand même proposer un nouveau traitement parce que voilà, là où les traitements s'arrêtent, nous on essaye de trouver, d'ouvrir d'autres portes au niveau des traitements que l'on peut proposer. Et enfin, peut-être un pan des tumeurs du pancréas qui sont un petit peu plus oubliées, c'est-à-dire les tumeurs neuroendocrines. Les tumeurs neuroendocrines sont une famille un petit peu à part, un petit peu particulière, c'est vrai, des tumeurs du pancréas, mais néanmoins elles représentent quasiment 10% des cancers. Et donc, même si on entend parfois que leur pronostic est meilleur, c'est pas toujours vrai. Les situations peuvent être parfois assez difficiles. Et donc, il faut aussi insister sur ces tumeurs-là qui ne sont pas si rares, ce ne sont pas des maladies rares. Et donc, pour couvrir l'ensemble des tumeurs neuroendocrines, tout simplement, on a ouvert des essais pour chaque situation. Il y a 2 grandes situations majoritaires, les tumeurs dites bien différenciées et les tumeurs dites indifférenciées. Et donc, pour chaque situation, maintenant, on dispose d'un essai thérapeutique à l'ICL pour que les patients puissent bénéficier du meilleur traitement possible. En l'occurrence, l'étude Better2 essaye de comparer les 2 standards connus qui sont une chimiothérapie par perfusion ou une chimiothérapie par cachet comprimé, et d'y associer éventuellement une thérapie ciblée, le bevacizumab, pour voir si on fait même encore mieux que les standards. L'autre étude, le FOLFIRINEX, cherche à comparer le FOLFIRINOX, donc thérapie innovante dans cette situation-là, au standard actuel, qui est un sel de platine et de l'étoposide. Et donc, on espère pouvoir répondre à ces 2 grandes questions, à savoir quel est le meilleur traitement pour chaque situation. Et enfin, en conclusion, pour montrer que la recherche est aussi dans le futur, c'est montrer que à l'ICL, on a pris le parti de monter ensemble une task force innovation, donc c'est-à-dire une équipe composée de plusieurs médecins bien sûr, mais de soignants en tout genre, infirmiers, tous ceux qui participent à la prise en charge des patients, mais aussi des informaticiens, des chercheurs, des profils vraiment divers et variés, pour autour d'une maladie, autour du cancer, pouvoir proposer l'innovation de chacun d'eux, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, des outils d'aide à la décision, machine learning, deep learning, de l'enseignement, puisqu'il faut aussi transmettre nos enseignements et nos connaissances aux plus jeunes médecins, mais aussi jeunes chercheurs, jeunes infirmiers, infirmières, et puis tout ça pour améliorer le parcours des patients. Donc la Task Force Innovation a été validée cette année par le comité de direction de l'Institut de cancérologie de Lorraine, et donc vous allez en entendre parler dans les années à venir, j'en suis sûr. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Au revoir. Merci Aurélien qui réussit l'exploit d'être intéressant, y compris en visio.